Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans le cadre du cours Situation à risque. Là, on est dans la partie 2 reliée aux chutes. Donc, ce que je n'ai pas pu vous présenter via le mode PowerPoint avec les vidéos et tout ça, je vais tenter de démontrer certains outils ou livres de référence qui peuvent être utiles pour vous dans le cadre de ça, là, pour peaufiner, si on veut, les informations que je vous ai déjà transmises. Donc, dans un premier temps, je vais vous partager l'écran. Vous commencez à être habitué au processus et on va aller ici sur Internet. Vous savez que vous avez accès, toujours dans Pearson RP, à ma bibliothèque. Vous avez accès en ligne à certains produits, on le dit. Il y a le mode de consultation. Mais là, ce que j'aurais voulu, vous m'excuserez, vous montrer ici, par exemple. Bon, ça, c'est mon espace propre, mais c'était, entre autres, au niveau des documents, vous avez le matériel du guide. Donc, ici, vous avez, par exemple, différents formulaires cliniques qui peuvent vous être très utiles. Là, je ne vous ferai pas l'ensemble de la visite, mais peut-être simplement y jeter un œil. Ici, vous avez, des fois, je peux présenter certains éléments, mais ici, le Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec a partagé certains documents avec Voyer et ils ont permis de le déposer ici. Si vous faites partie, par exemple, du Montérégie-Est avec Pierre Boucher, vous avez les formulaires de l'examen clinique respiratoire, de l'examen clinique abdominal, etc., et ainsi de suite. Je vous parle souvent des capsules web du professeur Voyer. Donc, vous avez également son lien pour accéder à la capsule YouTube. Je vous avais parlé notamment de celle sur le PQRST. Aujourd'hui, on a aussi, si vous permettez, je vais faire une petite recherche. On a l'indication sur les chutes. Cependant, je n'étais pas dans Voyer. Donc, je vais plutôt regarder par ici. Le dépistage du risque de chute. Donc, vous l'avez vraiment ici. Je peux vous rapidement dire ce que ça peut avoir. C'est peut-être un petit peu plus sophistiqué que ce que vous voyez avec moi, là, qui est plus habitué.
Donc, comme vous pouvez voir, j'ai trouvé que c'était vraiment complémentaire et si j'ai pas su m'exprimer suffisamment clairement, peut-être ce sera plus simple à l'aide de ses propos et la façon dont il s'exprime. Je vais donc poursuivre avec le petit livre justement de Voyer 2017, vous montrer le chapitre 15 de RP. Donc, ça sera pas très long. OK, si on regarde ici, je vais enlever ça ici. Ça, ce sera plus nécessaire. Ici, vous vous souvenez, Martine, vous avez envoyé information, 5e session et tout ça. Et c'est ici, j'ai appuyé sur le lien puisqu'il n'était pas disponible en ligne, mais dans le contexte de la COVID-19, la maison d'édition nous a mis un lien avec les éléments et je suis allée chercher parmi celui-là le chapitre 15 afin de vous faire un aperçu qui est peut-être plus visuel. Au lieu de vous renvoyer toujours à des pages, si jamais vous l'écoutez ailleurs, vous n'avez pas votre petit volume avec vous, mais au moins, ça me permet de vous l'illustrer un petit peu. Donc, le chapitre 15, on l'a dit, concerne les chutes. Vous avez toute la table des matières ici. Ce que je vous ai présenté d'une façon différente, il est dans un bel encadré, à savoir les effets du vieillissement en lien avec le risque de chute. Donc, je ne savais pas, c'était pas prévu à la base que j'ai cet outil-là visuel. Donc, j'étais partie d'un document pour vous le représenter, mais vous l'avez bel et bien dans votre livre. Donc, et peut-être avez-vous vu une de ces parties-là en travaillant sur le travail du vieillissement normal que France vous a donné dans son cours. Donc, vous avez toute cette partie-là. Par la suite, le tableau 15.2, c'est l'examen clinique pour dépister l'aîné à risque de chute. Et j'aime beaucoup, une des raisons pour laquelle je voulais vous montrer ici, on a, si on veut, l'algorithme. Donc, est-ce que l'aîné a chuté dans les 12 derniers mois? Il y a la réponse non. Ça nous indique, on peut faire un test physique. Si le résultat est normal, on peut juger qu'il n'est pas tant un risque de chute. Par contre, s'il a chuté dans les 12 derniers mois, même si c'est une seule chute, on va quand même effectuer un test physique. Si le test est jugé anormal, par contre, là, il est considéré à risque de chute. On va donc évaluer le risque de facteur on va donc, je débarque, évaluer la présence de facteurs de risque individuels dont on parlait et dont ce que monsieur parlait dans son vidéo. Et par la suite, on va donc planifier des interventions en lien avec les facteurs de risque qui ont été identifiés. Je trouvais ça beaucoup plus visuel. J'essaie de vous rendre ça plus concret là, parce que le passer diapo par diapo, ça ne donne pas une vue d'ensemble. Mais ici, on le voit, on le figure très bien. C'est très schématique. Donc, si on continue ici, il y a des options qu'il a présentées là, par rapport à la réalisation du dépistage du risque de chute. Donc, ici, il y a le dépistage simple en lien avec les antécédents de chute. Il vous l'a quand même mentionné. Ça prend même pas 20 secondes. Il vous a parlé du type talon-orteil. Donc, là, il a un peu imité. C'est 2 minutes, mais il est un petit peu plus tard. On pourra le regarder. Il y a le test de la marche sur 6 mètres qui prend à peu près 2 minutes. Le test Time Up and Go que je vous ai parlé dans le document, mais qu'on va voir également juste un peu plus loin. Et l'examen clinique de routine pour l'établissement du risque de chute qui, lui, prend environ 6 minutes. Donc, vous voyez bien là, que tant dans ma présentation qu'avec celle de Voyer, là, on essaie de mettre ça plus clair. Donc, l'étape 1, elle est systématique et l'étape 2, on choisit un test physique. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Vous choisissez le plus pertinent à la situation. Donc, ici, on réitère la question. Avez-vous chuté dans les 12 derniers mois? C'est la question la plus pertinente et la plus déterminante. Quand on parlait tantôt, il essayait d'illustrer la marche de type talon-orteil. On la voit bien ici. On voit que le monsieur sur l'image n'est pas en mesure de faire toucher là, sa jambe arrière. Ses orteils ne touchent pas à son talon. Donc ici, ça ne serait pas
il l'aurait pas bien. Mais donc, vous avez même pour chaque type de test, la test de la marche de type talon-orteil, son objectif, ça mentionne que ça vérifie la capacité d'équilibre, puis ça l'aide à déterminer en fait le risque de chute. Donc, vous avez la description de la technique et vous avez l'interprétation, en fait, des résultats, ce qu'est un résultat normal versus un résultat anormal. Donc, dans le test de marche de type talon-orteil, une anormalité, ce serait que l'aîné ait une perte d'équilibre ou qu'il n'est pas en mesure de marcher 10 pas. Si l'aîné marche 2 pas ou moins, bien, c'est sûr qu'il présente un risque de chute élevé. Alors qu'un résultat normal, bien, on s'attendrait à ce que la personne soit en mesure de marcher ses 10 pas sans perdre l'équilibre. Donc, c'est quelque chose qu'on voyait, en fait, dans tous les tests qu'on faisait lorsque vous veniez à la clinique santé. Ça se prête un peu moins des fois avec notre clientèle. Fait que c'est la raison pour laquelle on le voyait là, mais c'est quand même important que vous en preniez connaissance. Fait que je prends le temps de vous le présenter ici. Il y a le test de la marche sur 6 mètres. Donc, on fait marcher la personne sur 6 mètres. Ça devrait prendre à peu près 8,5 secondes ou moins pour franchir la distance. Si c'est plus que ça, bien là, c'est un résultat dit anormal. Le test Time Up and Go, que je vous ai illustré dans une diapositive, mais qui là, il est beaucoup plus précis. Hein. Son objectif, ça le dit, vérifier le risque de chute. Ça l'indique l'interprétation des résultats que je vous ai nommés tantôt, que j'avais essayé de mettre ça en couleur, mais vous l'avez également. Donc, on voit que c'est à la page 365 pour ceux qui ont leur petit voilier avec eux. Si on poursuit, on a parlé de l'examen clinique de routine pour établir un risque de chute. Donc, on a parlé de notre anamnèse. Fait que si vous voulez, au lieu d'être le PQRST précis, bien, ils ont inclus certaines autres questions. Donc, la question, si la personne a chuté dans les 12 derniers mois, et là, ils ont ajouté d'autres éléments. Là, ils ont des troubles de vue, des étourdissements, des problèmes au niveau de l'équilibre, est-ce qu'il y a des douleurs au niveau des pieds, etc. Et par la suite, il inclut l'examen physique. Hein, on n'oublie pas chez l'aîné, au niveau de l'inspection, on ajoute toujours d'examiner l'état mental de l'aîné pour voir son état de conscience et sa capacité d'attention. C'est vraiment très important. Ensuite de ça, on va examiner souvent la position de base. On va le faire marcher sur une distance souvent de 3 mètres. On peut lui faire un test d'équilibre. Il y a le test de Romberg aussi pour voir au niveau vestibulaire s'il ne perd pas l'équilibre. On va le voir un peu plus tard. Et il y a aussi le test de talon tibia qui, lui, peut indiquer des problèmes, notamment au niveau de la coordination. Donc, dans l'examen clinique de routine, si on poursuit, il y a les autres tests. Le test doigt-nez, hein, ça aussi, c'est au niveau de la coordination, mais au niveau des membres supérieurs. Il y a le serrement des doigts dont M. Voyer faisait référence. Le lever des jambes contre résistance que vous avez peut-être déjà vu, mais peut-être appelé d'une autre façon. Les tests sensoriels, donc ça le dit, hein, c'est pour vérifier la capacité sensorielle. Le test de Romberg, donc j'en ai parlé, je ne sais pas si vous avez déjà fait la Wii Fit. À un moment donné, il fallait comme fermer les yeux puis regarder l'équilibre. Mais c'est un petit peu ça le test de Romberg, si vous voulez vous aider à le retenir. Donc, ça vérifie la fonctionnalité de l'appareil vestibulaire, puis on demande simplement à l'aîné de maintenir son équilibre en position debout, les pieds joints, et là, on lui fait fermer les yeux. Donc, on regarde s'il n'oscille pas trop. Une légère oscillation là, sans perte d'équilibre, c'est considéré comme étant normal. Sinon, ben, c'est comme une anormalité, il faut approfondir un petit peu plus. Le test talon tibia, on l'a dit, la coordination, mais aussi la proprioception des membres inférieurs, tout simplement en position assise. Hein. On va demander à l'aîné de placer son talon, par exemple, droit sur le tibia de sa jambe gauche, puis de le déplacer de haut en bas à 3 reprises. Puis on lui demande de le faire ensuite à l'autre jambe, mais cette fois-ci, hein, après, on lui fait refaire le test, mais les yeux fermés. Donc, vous avez l'interprétation aussi. Là, on a regardé les membres inférieurs. Il y a aussi le test
douanier qui, lui, vérifie la coordination puis la proprioception des membres supérieurs. Vous pourrez lire la petite technique, elle est très amusante à faire entre vous. Habituellement, on a beaucoup de plaisir là, à faire ces différents tests-là entre nous pour les pratiquer. Donc, faites-le faire à votre conjoint, à vos enfants ou bien aux personnes qui sont avec vous, là, même en cas de confinement, ça pourra faire des activités. Le serrement des doigts que vous connaissez peut-être déjà, qui est quand même important pour vérifier le tonus, la force musculaire ou encore la symétrie des membres inférieurs. Et le lever des jambes contre résistance est expliqué ici. La même chose pour le test sensoriel, fait que vous pourrez y jeter un petit coup d'œil. Si on arrive ici, donc là, on est dans les facteurs de risque, les moyens d'évaluation. Je vous en ai parlé un peu dans ma diapo, donc là, je n'irai pas approfondir beaucoup pour ne pas étirer trop le temps en lien avec ce cours. Ce qui donne d'intéressant, par contre, c'est outre les facteurs de risque qui sont énumérés dans la colonne de gauche, vous avez les moyens d'évaluation possibles. Donc, vous pouvez chercher cette information-là dans le dossier, vous pouvez effectuer un examen cognitif, regarder, etc. Donc, très, très pertinent. Et ça se trouve aux pages 372, 373 et 374. Oups, ça se poursuit même à la page 375 et 76. Et on en arrive à l'hypotension orthostatique. Je pense quand même vous l'avoir bien expliqué, mais pour ceux qui trouveraient que c'était peut-être pas clair, qui ont besoin de le voir, c'est à la page 377. Vous avez non seulement l'objectif, la technique, la façon dont on doit le faire et l'interprétation du résultat pour confirmer une hypotension orthostatique. On avait parlé également de l'examen clinique post-chute. Donc, vous l'avez. C'est sûr que là, moi, j'ai essayé de vous illustrer des feuilles du milieu, mais là, vous en avez un exemple plus théorique. Donc, toujours dans l'examen clinique post-chute, il y a notre examen physique également. Donc, outre l'anamnèse, on arrive avec l'examen physique. Dans l'inspection, on n'oublie pas pour la personne âgée, en perte d'autonomie, tout ça, on évalue toujours l'état mental, l'état de conscience, la capacité d'attention, c'est super important. Par la suite, va s'ajouter, on le dit, l'alignement du corps. On peut vérifier aussi qu'il n'y ait pas de, on va regarder l'alignement, s'assurer qu'il n'y ait pas de fracture, que tout est au bon endroit, qu'il n'y a pas de douleur, etc. Là, ça, on l'a vu un tout petit peu, là, les rougeurs, l'édème, etc. Si la personne a une bonne mobilité, donc ça peut être les mains, les pieds. Si on suspecte un traumatisme crânien, donc c'est peut-être plus synthèse, si vous voulez, que la présentation que je vous ai faite via les diapositives. Mais au moins, j'ai pris la peine de vous les présenter un à un. Fait que pour ceux qui sont ils ont besoin de synthèse et tout ça, je trouve que c'est très, très bien la page 378-379. Et finalement, il vous indique la palpation. Donc, est-ce qu'il y a de la douleur à la palpation? Est-ce qu'il y a de la douleur aux articulations? On va aller voir les coudes, les genoux, les épaules, s'assurer que tout est bien fonctionnel, que la chute n'a pas causé de fracture ou autre, puis s'il n'y a pas d'échymose, d'hématome, etc. Donc, puis on va également évaluer la douleur à la mobilisation passive de différentes articulations. À la fin, au niveau de l'examen physique post-chute, il peut y avoir d'autres tests, les signes vitaux, signes neuraux, s'il y a un impact crânien. C'est indiqué notamment à la page 380. Fait que vous voyez ici, je vous l'avais présenté, mais à ce moment-là, je pense que j'avais la version 2011 parce que j'ai essayé d'assembler différentes choses que j'avais faites dans le temps parce que c'était pas tout à fait ça. Je vous avais préparé plutôt un document, note de cours qu'on va voir tantôt, plus succinct. Mais fait que là, il y a des données qui se retrouvent de 2011, mais vous l'avez, comme je vous avais dit, ici dans votre voyer 2017, l'anamnèse avec le PQRST. Tantôt, je n'avais pas insisté, mais là, si vous regardez, ça, c'est la méthode PQRST journaliste, donc telle que vous la connaissez, que vous la présentez. Mais on se rappelle qu'on a parlé de la méthode enquêteur.
Donc, avec notre clientèle qui a des déficits cognitifs et tout ça, s'il y a un mime sévère, souvent, on va utiliser la méthode enquêteur. Donc, c'est nous-mêmes qui allons nous poser ces questions-là, puis essayer de répondre soit par le dossier, soit en regardant avec la personne elle-même, mais plutôt ses proches, le personnel soignant, etc. Donc, si vous voulez jeter un œil, c'est toujours au chapitre 15, page 381 et 382, et ça se termine à la page 383. Donc, là, on a parlé, bon, on a fait le dépistage, on a fait l'évaluation, ensuite de ça, l'analyse avec les différents facteurs de risque. On a fait l'examen clinique post-chute. On a dit parfois qu'il y avait l'examen clinique lorsqu'il y avait des chutes récurrentes, des chutes qui reviennent. Fait que là, à ce moment-là, c'est encore plus important. C'est pour ça qu'en milieu, ils mettent une analyse interprofessionnelle. En plus de l'infirmière, les autres professionnels vont cogiter, puis ils vont vraiment, tout le monde va essayer de trouver quel est le facteur causal. Pourquoi la personne a des chutes de façon récurrente? Donc, si vous avez certains éléments qui vous aident à vous questionner sur les différents facteurs causaux, vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Ça se poursuit même ici. Et très intéressant, vous avez toutes les particularités gériatriques de l'examen physique dans le but de la prévention des chutes, donc des petits conseils pratiques. Là, vous pourrez le regarder. Je l'ai dit peut-être d'une autre façon, mais c'est très pertinent d'aller lire à la page 397 et 398. Sinon, il y a un exemple de notre dossier et de plan thérapeutique infirmier. Dans ma présentation, j'avais essayé de vous montrer des exemples du milieu, mais vous en avez un parfait exemple sous les yeux à la page 391 jusqu'à 392. Donc, ici, il donne une situation post-chute selon la méthode enquêteur. Fait que si, depuis le début, là, tant dans l'outil d'évaluation clinique, ce que je vous ai présenté sur la méthode enquêteur, si ce n'était pas clair, là, le fait que je l'évoque encore, c'est parce que c'est important. J'insiste. Donc, ici, vous avez un exemple de situation post-chute intégrant le PQRSTU, mais de la méthode enquêteur. Donc, avec une personne là, qui a quand même probablement un mime, des déficits modérés, là, puis que c'est pas tant facile aller chercher l'information, même on peut mettre sévère, comme ça on va être sûr que c'est la méthode de l'enquêteur, parce qu'on se souvient qu'il y a une zone grise. Donc, vous avez l'exemple ici que vous pouvez regarder. Encore un plan thérapeutique, un exemple de plan thérapeutique infirmier avec le problème, donc votre constat, et les différentes directives qui sont possibles, la façon de l'écrire et tout ça. Je sais, au 510, vous avez quand même eu certaines informations par rapport au PTI. Là, on n'aura pas la chance d'en revoir avec vous en stage, de l'expliquer, de discuter, etc., de faire les ajustements, mais vous pouvez prendre soin de jeter un petit coup d'œil s'il y a des choses qui sont toujours pas claires pour vous. Et ça termine pas mal le chapitre, si on veut, par rapport aux chutes. Donc, on peut fermer pas mal ces informations-là. Vous vous souvenez que dans l'édition en ligne du Gros Voyer 2013, si je me souviens bien, c'était le chapitre 20 dont je vous parlais. Des fois, il y a des plus grosses grilles. Des fois, c'est plus facile de s'y retrouver. C'est quelque peu long. Donc, bref, si je vois qu'il apparaît, j'y reviendrai. Je voudrais peut-être conclure à ce moment-là avec un petit quelque chose. Vous vous souvenez que je vous ai présenté un petit peu ces notes de cours-là. Ça, c'est ma version prof. Je vous l'ai écourtée un petit peu là, pour celles que j'ai déposées cette session-ci dans les A parce que je suis consciente que mes explications, comme j'ai pas la chance de vous voir, je vous en ai mis plus que passé. Mais les notes de cours que j'ai voulu réduire, c'est pour que vous puissiez aller un peu plus à l'essentiel. Puis, je vais essayer de vous guider de toute façon, peut-être avec les mises en situation animées et tout ça, sur l'important. Et souvent, on tente de vous indiquer un guide pour l'examen intégrateur, un guide d'études. Donc, comme là, on est dans les chutes, ici,
On avait la maltraitance là, que vous avez eue. Et la deuxième partie, ça consiste dans les chutes. J'ai fait quelques éléments nouveaux. C'est pour ça que je prends la peine de le réouvrir pour vous. Donc, j'ai travaillé fort, il y a beaucoup de pages. Donc, ici, vous avez aussi un résumé des facteurs prédisposants, des facteurs précipitants. OK. Et vous avez un petit peu, là, mais je vois que, vous voyez, 2017 a vraiment fait un énoncé très clair. Fait que si celui de Voyer vous interpelle plus, vous irez. Moi, j'ai ajouté de la couleur, puis j'ai essayé de rendre ça évident. Fait que vous verrez si qu'est-ce qui vous aide le plus à le retenir ou à comprendre. Et j'ai essayé d'en créer un avec les outils que j'avais vus qui existaient. Je vous ai créé un peu un examen clinique lié aux chutes avec des indications oui, non. Fait que là, selon, après avoir eu le cours et tout ça, vous pourriez essayer de prendre ça puis de le produire auprès de quelqu'un. Oh, le test douanier, c'était quoi donc? Puis là, essayez de le faire. Qu'est-ce qui était normal? Qu'est-ce qui était anormal? Ajoutez-vous, faites l'imprimer, ajoutez-vous des notes. Faites ce que vous voulez, mais ça se veut un outil pour vous aider à intégrer un peu ces examens-là. Ça sera peut-être plus facile. C'est sûr, dans les milieux, vous allez probablement utiliser celle que je vous ai montrée, les outils du milieu, l'examen clinique post-chute, ça ne sera pas le même, mais je trouve que ça l'aidait à intégrer toutes les choses, à ne pas oublier à poser comme question. Puis, il va être un peu plus hybride, cette version-là, puisqu'elle s'adapte un petit peu plus à une clientèle qui est un peu plus autonome que celle que vous pourriez avoir en CHSLD. Donc, je vous les ai indiqués, là. Puis des fois, j'ai pris soin de vous indiquer dans certains cas, c'est ça, l'aîné autonome, l'aîné avec comorbidité, qu'est-ce qui est normal ou anormal, là. Vous avez des indications ici. Dans certains cas, je peux avoir ajouté des pages aussi pour vous guider dans votre volume 2017, comme par exemple l'hypotension orthostatique. Je vous ai indiqué que c'était à la page 77 de votre Voyer 2017. Donc, là, c'est sûr, là, moi, je l'ai au long ici. Dans la vôtre, je l'ai un petit peu écourté. Donc, ça se peut que vous voyez quelques affaires en moins, mais au besoin, de toute façon, vous avez juste à me le demander par Mio ou bien dans le forum Léa, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que je ne vais pas vous surcharger. Donc, comme on l'avait vu, je ne vais pas plus longtemps discuter à ce sujet. Je voulais juste revoir si rapidement j'avais eu ma page. Donc là, j'étais à la page des maltraitances. On est au chapitre 24 et là, je vous parlais. Ah, OK. Donc, vous vous souvenez que c'est au chapitre 20, donc vous avez toutes les informations dans votre gros volume comme ça ici de Voyer 2013. Donc, je vais revenir à l'écran ici pour conclure. Donc, j'espère que, ben oui, c'était exhaustif, mais j'ai essayé en même temps de vous résumer. Ce qui est surtout important, en fait, c'est que dans une mise en situation, être capable de voir qu'il y a des facteurs qui peuvent contribuer à un risque de chute et selon la situation, être capable d'évaluer avec le bon outil ou d'intervenir de façon adéquate. Donc, je l'ai mentionné, entre autres, quand il y a l'hypotension orthostatique, mais si la personne est dysphagique, je ne vais pas lui faire boire 500 millilitres d'eau d'un coup. Si la personne a une diète hyposodée, ben, je ne vais pas ajouter 10 grammes de sel à son alimentation, etc. Là. Donc, vous vous souvenez un tout petit peu. Si j'ai parlé du syndrome post-chute, à ce moment-là, juste de se rappeler un petit peu, d'être à l'affût du syndrome post-chute pour pas que ça amène jusqu'à une grosse complication de syndrome lié à l'immobilisation. Donc, fait important, ça revient souvent dans pas mal toutes les situations à risque. Ça va être capable de reconnaître, donc d'identifier dans une mise en situation. Ça va être d'évaluer et d'intervenir adéquatement. C'est sûr que là, on pense à un examen de type Moodle, donc au niveau du jugement, là, ça se peut qu'il y ait quelques informations qui soient
faut que vous connaissiez, genre, les évaluations pertinentes, mais on n'ira pas non plus dans le très complexe. Mais de toute façon, d'ici là, je vous donnerai d'autres informations, clarifications, et je répondrai à vos questions. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle poursuite. Au revoir.